mais à l'époque de la commission Charbonneau, on a des preuves de collusion et de fixation des prix à travers de la magouille politique. Tous ces facteurs-là font en sorte qu'en ce moment, le Québec paie une école, supposons, qui coûterait 75 millions en Ontario, on la paye 175 millions. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est à 45 milliards de dollars. Il y a une augmentation, il y a une rapidité croissante dans la détérioration des infrastructures publiques au Québec. Et donc, dans un contexte aussi où la moitié, encore une fois, voire plus que la moitié, 54% même, est liée au réseau routier. Alexa Lavoie pour Robin News et aujourd'hui, je m'entretiens avec Gabriel Giguère, analyste senior en politique publique à l'Institut économique de Montréal. Nous allons analyser les réponses de Paul Saint-Pierre Plamondon lors de mon entretien, notamment sur l'économie, les ressources naturelles, la collaboration du privé dans le secteur public, ainsi que sur l'énorme fardeau d'une bureaucratie démesurée. Si vous n'avez pas encore écouté mon entrevue avec le chef du Parti québécois, je vous invite à le faire dès maintenant. Je vous laisse maintenant écouter l'analyse de M. Gabriel Giguère. Sur le fracking, ou la technique d'extraction de ce gaz-là, si on regarde aux États-Unis ce que ça laisse, puis si on regarde l'acceptabilité sociale dont vous parliez vous-même il y a quelques instants, moi, je ne suis pas convaincu du coût-bénéfice et je n'ai pas l'obligation non plus de fournir en énergie l'Europe. On voit qu'il y a quand même un certain refus d'extraire le gaz de schiste, le gaz naturel ici au Québec. Je veux vous entendre là-dessus parce qu'il a emmené le fait qu'il y avait auparavant des entreprises qui avaient fait faillite et que là, l'équipement, toutes les infrastructures ont été délaissées et que là, ça coûte des millions aux contribuables. Et aussi, il a également emmené comme argument que notre sol, ce qu'on a, n'équivaut pas à ce que l'Alberta a. C'est sûr qu'on n'a pas le même pétrole que l'Alberta possède, mais en disant un peu que le prix du gaz fluctue et qu'il ne pense pas que ça peut être favorable de l'extraire. Quand vous dites que justement, là, est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'on est capable d'arriver avec l'argent pour payer justement l'infrastructure, l'exploration, l'extraction? Qu'est-ce que vous en pensez? À la base, c'est pas au rôle du politique de nous expliquer ce qui est rentable ou pas. Le rôle du politique, c'est de s'assurer qu'il y a un cadre réglementaire qui est fiable, qui crée de la certitude aussi pour les investisseurs. Et en fonction d'un cadre politique qui ne vient pas interdire l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures au Québec, comme on a vu avec l'adoption de la loi 21 en avril 2022, on pourrait créer davantage un cadre qui est attractif. Et donc, ça va être aux entrepreneurs, ça va être aux investisseurs de choisir si c'est attractif ou non d'investir au Québec dans la filière du gaz naturel. Essentiellement, ce qu'on a vu, c'est un refus d'exploitation. Puis il faut dire quand même que la réserve Utica, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards de dollars en matière de réserve de gaz naturel au Québec, ce qu'on voyait avec une analyse qui a été produite aux alentours de 2015-2016, c'est quand même que c'est une valeur totale d'environ 93 milliards de dollars. Puis ça, évidemment, c'est en fonction du prix de l'époque, mais on comprend quand même qu'il y a un réel potentiel au Québec d'explorer, d'exploiter nos ressources naturelles dans un contexte de souveraineté énergétique, on entend souvent ce terme-là, ça serait bénéfique à la fois parce qu'on utilise du gaz naturel ici au Québec. Il faut savoir que 15% de notre bouquet énergétique, en incluant le pétrole, en incluant l'électricité, c'est du gaz naturel. C'est utilisé par les industries, donc on en a besoin. On l'importe pratiquement en entier de l'Alberta et des États-Unis. Donc on pourrait utiliser notre gaz naturel. Et la deuxième étape qui, je pense, est fort importante, c'est que si on exploite notre gaz naturel, puis même si on décidait de ne pas l'exploiter, on pourrait avoir une usine de gaz naturel liquéfié pour exporter le gaz naturel en Europe, mais pas que, peut-être également en Afrique pour venir à la fois contribuer à la transition énergétique, mais surtout, comme on le voit aujourd'hui, à la sécurité énergétique de nos alliés. Malheureusement, c'est pas vraiment ce qu'on a entendu là, dans l'entrevue. Malgré qu'il se dit pas fermé à l'idée de Marinvest, qui est justement une usine de liquéfaction, mais qui importe le gaz avec un gazoduc. Donc, c'est pas le nôtre. Il faut quand même qu'il soit emmené d'ailleurs. Pourquoi on voit un si gros refus de l'exploiter chez nous, mais pas un refus de l'emmener d'ailleurs, puis de le liquéfier, puis de l'exporter? En fait, j'ai l'impression que le refus est double. C'est-à-dire qu'on nous explique à la fois que... Puis ça, c'est assez généralisé au niveau de la classe politique québécoise. Pas tous les partis politiques, soyons clairs, mais c'est assez généralisé. Cette approche un peu de nous expliquer
c'est pas vrai qu'on va aller de l'avant avec un terminal de gaz naturel liquéfié, c'est pas notre gaz. D'abord, il y a plusieurs choses à répondre sur ça. La première des choses, c'est construire ces gazoducs-là, c'est énormément d'emplois et ça va être des Québécois en partie qui vont contribuer à cela, qui vont ramener un bon chèque de paie à la maison. Et ça se conjugue également avec des emplois dans l'exploitation de cette usine de gaz naturel liquéfié. Et donc ça, si c'est à Bécomo, pour ne prendre que l'exemple de Marinvest, ben c'est des emplois extrêmement bien rémunérés. Je fais un petit parallèle avec une publication que j'ai faite en janvier 2025. Et ce que je voyais, c'est que pour l'année 2024, donc ça fait déjà 2 ans, imaginez aujourd'hui, le salaire moyen du secteur gazier et pétrolier au Canada en 2024 était au-delà de 150 000 $ par travailleur. Alors, c'est pas surprenant parce que il y a beaucoup de valeur qui est créée et donc ça pourrait être des familles québécoises qui en bénéficient. Alors, il y a une partie, les politiciens québécois nous expliquent, non, c'est pas notre gaz, mais en parallèle, on veut quand même pas exploiter notre gaz. Vous comprenez? Donc, on est un petit peu devant une certaine contradiction de la part de politiciens où on nous explique qu'on veut pas prendre le gaz de l'Alberta, mais on veut pas exploiter le gaz du Québec. Concrètement, on n'en veut pas. La réalité, c'est que le monde en veut. Quand on regarde l'Agence internationale de l'énergie, ce qu'on nous explique, c'est qu'avec les politiques actuelles, il va y avoir une augmentation de 30% de la demande de gaz naturel mondial. Dans ce contexte-là, le Québec pourrait être un acteur de premier plan, à tout le moins, il pourrait répondre à une partie de cette demande-là. Puis, il y a un autre élément qui est fondamental, c'est-à-dire, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz, quand on regarde ce qui se passe en Iran, même si le Qatar, qui est un joueur très important du gaz naturel liquéfié mondial, est un pays stable sur le plan politique, c'est la deuxième force en matière d'exportation de gaz naturel liquéfié derrière les États-Unis. Ce qu'on constate, c'est que lorsque l'on est dans un endroit géopolitiquement instable comme le Golfe Persique, ben, il y a des problèmes d'approvisionnement, il y a des problèmes d'envoi. Même si vous êtes stable en tant que pays, la région ne l'est pas. Et c'est ce qu'on voit avec le détroit d'Ormuz et le Qatar. Donc le Québec a cet avantage-là d'être dans un endroit stable, être un partenaire fiable qui pourrait approvisionner ses alliés. Il y a un autre élément que j'ai trouvé particulièrement intéressant sur la question énergétique, et ça a été de faire un lien avec l'électricité. Au Québec, on entend beaucoup, notre richesse, c'est l'électricité. Mais d'abord, il faut juste comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec l'électricité au Québec. En 2019, quand vous regardez le rapport du portrait des ressources d'Hydro-Québec, novembre 2019, on nous explique qu'on est dans un surplus d'électricité de 40 TWh. En 2022, avril 2022, plan stratégique d'Hydro-Québec 2022-2026, on nous explique qu'on arrive à la fin des surplus. Donc, il y a vraiment un grand changement avec Mme Brochu à la tête d'Hydro-Québec en nous expliquant qu'en 2026-2027, il n'y a plus de surplus d'électricité au Québec. Novembre 2023, donc 4 ans après, nous explique qu'on on nage dans les surplus d'électricité au Québec. On nous dit que de 2023 à 2035, il va falloir augmenter l'électricité de 60 TWh et de 180 TWh d'ici 2050. Il y a une partie de cette demande-là qui est artificielle parce qu'elle est liée aux politiques publiques, notamment l'interdiction de véhicules à essence en 2035, qui a été ajustée, mais à la marge. Donc, il faut vraiment une réforme plus fondamentale et d'autres éléments comme la conversion de chauffage de gaz naturel vers l'électricité. Donc, vous voyez qu'il y a des politiques publics qui viennent impacter en quelque sorte la demande de façon artificielle. Mais le point est ici. On arrive à un point où on n'a plus de surplus d'électricité. Donc, il faut arrêter de dire que c'est notre richesse. Hein? Les simples contrats qu'on s'est engagés, notamment avec le Massachusetts, pour ne prendre qu'un exemple, ben, le kilowattheure qui est vendu est moins cher que le coût marginal de production. Autrement dit, quand on produit de la nouvelle électricité, si Québec décide de faire un nouveau barrage, ça va nous coûter 12, 13, 14, 15 cents par kilowattheure et on ne le vend pas du tout à 15 cents ailleurs. Donc, vous comprenez qu'on n'est plus dans les surplus d'électricité pour nous expliquer que c'est une richesse. Dans ce contexte-là, dans un contexte énergétique tel, ce qu'il faut faire, c'est à la fois garder notre électricité, comprendre et libéraliser, laisser les joueurs privés produire, mais en parallèle à ça, ne pas venir bloquer d'autres sources d'énergie alternatives comme le gaz naturel qui pourraient également nous enrichir. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa réponse lorsqu'il a dit qu'il n'était pas obligé justement de fournir en gaz naturel l'Europe? Il n'y a pas d'obligation. Par contre, quand je regarde comment le Québec pourrait se positionner comme allié stratégique avec des ressources,
avec un cadre réglementaire qui devrait être changé pour voir des usines, au moins une usine de gaz naturel liquéfié qui permettrait justement d'approvisionner. Je trouve ça dommage parce qu'on pourrait jouer un rôle important, notamment en Europe. On le sait, quand on regarde les prévisions, notamment d'un ministère norvégien, il y a, selon tous les scénarios, une baisse de la production des hydrocarbures, notamment du gaz naturel. Et on sait aujourd'hui que la Norvège joue un rôle important dans l'approvisionnement des pays européens en matière de gaz naturel. Autrement dit, le Québec pourrait combler une partie de cet écart-là. On le sait que la demande en Europe en matière de gaz naturel va pas nécessairement augmenter de beaucoup, mais elle va rester importante pour encore longtemps. Et rappelons-nous, GNL Québec, en 2021, avec le refus du gouvernement Legault, ça a été une erreur assez grave. Parce que quand on regarde les documents qui avaient été déposés aux alentours de 2015-2016 par justement GNL Québec Énergie Est, ce qu'on voyait, c'est que la première phase de l'usine de gaz naturel liquéfié aurait été finalisée en 2025, l'autre en 2026. Autrement dit, il y aurait déjà des exportations de gaz naturel à l'heure où on se parle si on n'avait pas pris une mauvaise décision politique, à la fois du côté provincial, mais du côté fédéral. Donc, le point ici, c'est qu'on a fait des erreurs par le passé. Aujourd'hui, on s'entête à ne pas corriger ces erreurs-là, et ça, je trouve ça assez dommage. Puis il faut juste le dire également, quand on regarde l'Assemblée nationale, je pense que l'énergie est probablement l'enjeu où il y a la plus grande déconnexion entre les politiciens et la population en général. Parce que ce qu'on voit, c'est que la population, là, on le voit dans les sondages faits par Ipsos, année après année, la majorité des Québécois sont en faveur de l'exploration et de l'exploitation d'hydrocarbures, notamment de gaz naturel. Et pour le pétrole, il y a toujours beaucoup plus de Québécois qui sont en faveur que de Québécois qui sont en défaveur. Donc, dans ce contexte-là, nous expliquer que non, ça ne nous intéresse pas, ben on s'inscrit en porte-à-faux avec la population québécoise. Puis ça, il faut le mentionner. C'est un échec, je pense, malheureusement, le changement de mode de rémunération qui était supposé amener d'autres choses que le paiement à l'acte. Au Danemark, ça a l'air de fonctionner, par exemple. Oui, puis privé, il faut faire attention parce que le privé des États-Unis puis le privé en France, ça n'a rien à voir. Là. C'est des systèmes complètement différents. J'ai abordé le sujet privé-public. On voit qu'il y a encore une fois très peu d'appétit du côté du Parti québécois pour ouvrir le secteur privé. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa réponse sur ce sujet-là? Ben, il y a plusieurs éléments où le secteur privé pourrait jouer un rôle. Si on prend, par exemple, l'élément de la santé, je pense que c'en est un qui est intéressant. On voit qu'il y a beaucoup de besoins en région de main-d'œuvre et je pense que les agences privées, notamment, permettaient de combler ces besoins de main-d'œuvre. Est-ce que ça coûte un petit peu plus cher? Peut-être. Mais quand on fait des études, notamment ma collègue a fait quelques études concernant les jeunes infirmières qui quittent la profession avec un ratio assez élevé. Hein? Et ce qu'on voit essentiellement, c'est que les conditions de travail sont mauvaises. Et donc, par extension, elles ne souhaitent plus pratiquer. Et c'est souvent les agences privées en matière pour les infirmières, c'est souvent le filet qui nous permet à nous, Québécois, de les retenir dans le système de la santé. Alors, c'est bénéfique pour nous qu'il y ait des agences. Là. Il faut comprendre ça. La deuxième des choses qui me semble absolument incontournable, c'est la pratique mixte. Au Québec, au Canada plus largement, au Québec, en fait, si on se concentre sur la province, un médecin ne peut pas travailler dans le public, être affilié à la RAMQ et travailler également dans le privé. Il faut choisir. Et donc, malheureusement, on ne le permet pas. Mais il y a plein d'autres pays là, qui le permettent. La France, l'Allemagne, le Danemark, qui est un cas franchement intéressant, parce que le Danemark, ce qu'on voit essentiellement, puis ça, c'est une étude rigoureuse qui a été faite pour voir, c'est quoi l'impact concret de permettre aux médecins de pouvoir travailler à la fois dans le public et dans le privé. Puis ce qu'on a vu, c'est que c'est une augmentation de 5,2 heures travaillées. On n'a pas eu moins de services, on a eu plus de services de la part des médecins. Donc, les médecins vont travailler plusieurs heures dans le secteur public, puis ensuite de ça, travailler un peu plus dans le secteur privé. Pourquoi? Bien parce que dans le secteur public, les médecins sont souvent forcés de faire de la paperasse. Ils ont une charge administrative, tandis que dans le secteur privé, bien, ils peuvent faire plus ce qui les intéresse, notamment des chirurgies. Et ça, c'est intéressant. Alors, on gagnerait énormément à apprendre, à toute fin pratique, de ce type de pays-là, d'arrêter de parler des États-Unis, là, puis de comprendre que les vraies recommandations de politique publique, ça se trouve en Europe, ça se trouve en France, ça se trouve au Danemark. Il faut ouvrir ces horizons en matière de santé. Ce qu'on a vu avec les infirmières et les médecins, c'est que c'est juste du transfert de personnel. C'est que ton médecin du public, il va au privé, puis il charge le... C'est le même médecin, là. On l'a vu, là, des fois, tu as des blocs opératoires, c'est-tu privé ou c'est-tu public, mais c'est la même personne. Là.
pour référence, il parle souvent des infirmières qu'on est allé chercher au privé pour les faire travailler au public pendant la COVID. Et il disait qu'il y avait il surfacturait, que dans le fond, au bout du compte, on n'était pas gagnant. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Ben, j'ai une partie des infirmières qui vont aller dans le public, puis il y a une partie des infirmières qui vont arrêter d'être infirmières au Québec. Fait que, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir moins d'infirmières. Il faut juste être concret, là. C'est pas 100% des infirmières qui vont aller dans le public. Il y a des infirmières qui ne voulaient plus travailler dans le secteur public. L'État vous dit, vous ne pouvez plus travailler avec des meilleures conditions dans le cadre de ce qui vous convient, c'est-à-dire une agence privée, parce qu'il faut comprendre quelque chose. Si les infirmières veulent pas travailler dans l'agence privée, ils travailleront pas là. Mais la réalité, c'est qu'ils décident d'aller travailler là parce qu'ils sentent que, justement, il y a plus de flexibilité en matière d'horaire, puis ça convient simplement mieux à leurs besoins. De sorte que, est-ce qu'on va aller ailleurs? Est-ce que les régions vont en arracher? On l'a vu dans les dernières années, comment les régions disent « Faites attention, là! Faites attention quand vous allez interdire les infirmières. On veut être sûr de bien être desservis. » Donc, je ferai attention avec ce type d'approche-là parce qu'en réalité, c'est loin d'être vrai que l'ensemble des infirmières vont revenir dans le secteur public. Et encore une fois, ces agences-là, c'est notre capacité au Québec de s'assurer que les infirmières qui veulent quitter, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de jeunes infirmières qui décident de quitter la profession. Si on veut les garder dans le réseau, si on veut s'assurer que nos personnes âgées puissent être bien soignées, ben c'est justement en s'assurant que ces infirmières-là restent dans le réseau et les agences de santé privées, justement, ben ça permet ça. Alors ça, faut pas l'oublier. Maintenant, ça, c'est le cas de la santé. Et d'ailleurs, je vais juste faire une parenthèse qui, je pense, est pertinente. C'est qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a le projet de loi 11 de l'Alberta, justement, où on va permettre la pratique mixte. Donc, l'Alberta s'inscrit comme pionnier. On ouvre la porte au Canada à la pratique mixte à travers la province de l'Alberta. C'est le temps, à l'heure où on se parle, pour les partis politiques. Et il y en a des partis politiques qui le proposent au Québec, mais on doit avoir une prise de conscience vraiment importante. L'important, ce n'est pas une fourniture de services publics. L'important, c'est l'universalité. Je suis persuadé que si vous demandez à votre grand-mère, à votre mère, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux être soigné ou tu veux être soigné par le public puis attendre un petit peu plus longtemps? Quand vous souffrez, vous voulez être soigné. Et donc, dans ce contexte-là, de s'assurer justement d'être couvert, mais de s'assurer également qu'il y a des hôpitaux privés aussi. Là, j'ouvre également, là, c'est pas simplement la pratique mixte, là, c'est important. Il faut le comprendre au Québec parce qu'on a une population vieillissante. Et donc, ça nous oblige dans un contexte où la santé pèse très lourd. 68 milliards projetés pour l'année 2026-2027. 40-42% de l'ensemble des dépenses de portefeuille, c'est pas juste de mettre plus d'argent, c'est d'arriver avec des réformes structurelles qui permettent de soigner davantage. Pas des Santé Québec, des grosses machines qui permettent à la fois là, de trop centraliser puis de se déresponsabiliser comme ministre. Non, de s'assurer de soigner le monde d'ici. Puis si on nomme pas que construire au Québec coûte 2 ou 3 fois plus cher que n'importe où ailleurs, puis ramenons la commission Charbonneau, là, parce que tout ça est lié, là. Si on ne solutionne pas ça, il n'y en a pas. Privé, public, fait comme tu veux. D'ailleurs, quand on passe par le privé à travers la caisse de dépôt, ça coûte moins cher. Puis là, on s'est mis à poser des questions. On a dit, vous, caisse de dépôt, comment ça se fait quand c'est vous, le même projet coûte moins cher? Mais à l'époque de la commission Charbonneau, on a des preuves de collusion et de fixation des prix à travers de la magouille politique. Tous ces facteurs-là font en sorte qu'en ce moment, le Québec paie une école, supposons, qui coûterait 75 millions en Ontario, on la paye 175 millions. Première, j'ai trouvé ça intéressant de parler de la question des appels d'offres et des coûts trop élevés. Je pense qu'il y a vraiment une justification pour dire, regardez, là, il faut s'assurer qu'il y ait beaucoup de concurrence dans les appels d'offres. Il faut s'assurer de réduire les barrières. L'UMQ, pour ne prendre qu'un exemple, a fait une étude, ou plutôt a mandaté une étude en décembre 2025 concernant l'impact de la réglementation provinciale sur les coûts de différents travaux d'infrastructures publiques. C'est énorme. Parfois, c'est 30% jusqu'à 40% de l'augmentation des coûts. Donc, il faut comprendre qu'il y a un impact sur la réglementation, sur les appels d'offres et il y a un chantier à investiguer de la part du gouvernement provincial. Ça, c'est clair. Maintenant, je pense qu'à ça doit s'ajouter le fait d'avoir des concessions autoroutières. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que
dans l'état de nos infrastructures publiques actuelles liées à l'État québécois, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une détérioration rapide. Hein, on est arrivé à la coalition Avenir Québec au pouvoir, et ce qu'on a vu dans le budget de mars 2019, c'est environ un 25 milliards de déficit de maintien d'actifs, qui est le montant nécessaire pour remettre en état les infrastructures publiques, en état satisfaisant, avec une part qui est majoritairement liée au réseau routier. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est à 45 milliards de dollars. Il y a une augmentation, il y a une rapidité croissante dans la détérioration des infrastructures publiques au Québec. Et donc, dans un contexte aussi où la moitié, encore une fois, voire plus que la moitié, 54% même, est liée au réseau routier. Qu'est-ce qu'on fait? De s'assurer à la fois, puis c'est un bon point de dire on va réduire le red tape, on va réduire les barrières réglementaires qui augmentent les coûts, on va s'assurer d'avoir plus de concurrence dans les appels d'offres, c'est important, mais on peut également ajouter les concessions autoroutières comme on voit en France depuis des décennies où on a une gestion, on a un maintien des actifs également qui est fait par le secteur privé. Puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a d'excellents résultats en matière de qualité des routes. Ici, on a une chaussée complètement en détérioration, des structures autoroutières en détérioration. Il faudrait voir avec le secteur privé, c'est où que c'est intéressant d'avoir du privé, parce que faut pas penser que c'est quelque chose de farfelu, là. L'autoroute 25 entre Terrebonne puis Montréal, c'est en PPP, le partenariat public-privé. Une partie de la 30 Express également. On pourrait établir ça ici. Maintenant, ça prend de la volonté politique. Parce qu'on est dans une situation où on a une détérioration rapide de nos infrastructures publiques, mais ça se conjugue également avec une augmentation importante des dépenses en capital. Très concrètement, on dépense plus, mais nos infrastructures publiques se détériorent rapidement. Donc, ça prend d'autres approches. La question des concessions autoroutières me semble être bonne. Maintenant, ça peut également se conjuguer avec les idées là, qui ont été amenées par le chef, évidemment, là, du Parti québécois. Et en général, une taille de l'État, donc en bureaucratie, là, et je parle d'emploi de bureau, là, pas d'emploi de gens qui livrent des services à la population, une croissance beaucoup plus rapide de ces emplois-là que la taille de la population, puis les budgets. Mais si la moitié de tes impôts vont à Ottawa, puis c'est souvent, on passe à côté de cette discussion-là, on focus sur le gouvernement du Québec, qui en comparaison avec d'autres provinces canadiennes, somme toute, au niveau de l'endettement, n'est pas hors de contrôle. Puis on passe à côté du fait que l'autre moitié des impôts s'en va à un gouvernement qui est dans des dérives idéologiques dans toutes les directions, dédouble ce qu'on fait déjà et offre très peu de services pour cette moitié d'impôts. Une autre chose qu'on a abordée, c'est le fait que l'État-providence semble avoir atteint sa limite. On voit qu'il y a de moins en moins de citoyens pour payer pour une population qui est vieillissante. Est-ce que vous êtes satisfait quand même de ce qu'il a proposé? Je pense qu'il y a quand même une certaine volonté d'aller couper. On n'est comme pas encore trop sûr où et combien il veut couper, mais selon vous, la chose à faire, parce qu'il faut se rappeler que quand même, René Lévesque, ça a été quand même les syndicats qui un peu terminé son règne, là. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que quand on regarde l'état des finances publiques, c'est assez clair. Puis c'est une publication que j'ai faite il y a peut-être un mois, c'est qu'on a une réelle expansion de la bureaucratie au Québec. Pas simplement au Québec, ça a été également fédéral, une augmentation de plus de 40% sous le gouvernement de Justin Trudeau. Donc, il y a une tendance expansionniste aux bureaucraties. Au Québec, quand M. Legault est arrivé au pouvoir, c'est 499 000 et des poussières en matière d'équivalent temps plein. Pour l'ensemble du secteur public, aujourd'hui, on est à 607, 608 000 selon les derniers documents budgétaires qui ont été accessibles le 18 mars du mois dernier. Donc, on comprend que on est vraiment en expansion. On parle de plus de 65 milliards, presque 66 milliards en dépenses de rémunération pour l'année qui s'en vient. C'est beaucoup d'argent. Et donc, il faut réduire le nombre à la fois de fonctionnaires, mais également de travailleurs hors fonction publique qui font partie plus largement du secteur public. Parce qu'au Québec, on le rappelle, quand on additionne le municipal, le fédéral et le provincial, la croissance des emplois de janvier 2019 à janvier 2026 est d'un peu plus de 430 000 emplois. De ce montant-là, 230 quelques mille est lié au secteur public. Autrement dit, 55% de la croissance des emplois, c'est le secteur public. Donc, il y a un petit son de cloche là qui doit être entendu pour dire, faut réduire le nombre. Alors ça, je trouve ça très bien parce qu'on y arrivera pas si on réduit pas le nombre de fonctionnaires.
soyons clairs, par contre, là, le diable est dans les détails, le diable est dans les chiffres, il va falloir voir. Je pense même que, plus fondamentalement, il faut réduire ça, mais il faut également que ça s'accompagne d'une réduction des programmes. Parce que quand vous avez plusieurs programmes, puis qui nécessitent, puis je mets des guillemets, plusieurs fonctionnaires pour s'assurer de gérer le programme, ben vous arrivez à un point où les programmes coûtent cher, la gestion coûte cher parce que c'est des employés. Il faut réduire la taille de l'État. Puis ça, je me permets de faire un pas de côté parce qu'en août dernier, si je ne me trompe pas, 2025, on a le ministre des Finances, Éric Girard, qui était en entrevue au 98.5 et qui expliquait que au Québec, il y a une expansion des missions de l'État. Très concrètement dit, là, l'État s'occupe de plus en plus de choses, met son nez dans les affaires de plus en plus de choses. Et ça, c'est problématique parce que ça nous coûte cher. L'État qui pense qu'il a vocation à tout faire, ça coûte cher et ça réduit la liberté des individus. Donc, c'est problématique parce qu'à un moment donné, il faut le payer, ce beau monde-là. Il faut les payer, ces beaux programmes-là. Évidemment, vous comprendrez que c'est sarcastique quand je dis beaux programmes et belles personnes-là parce que ça coûte cher, parce qu'on a un poids de la fiscalité qui est très élevé au Québec. Donc, il va falloir être davantage ambitieux. Il va falloir également être très clair sur où on coupe. Parce que c'est 8,6 milliards de déficit qui est projeté pour l'année prochaine. Ça reste encore beaucoup d'argent. Et quand on regarde le retour à l'équilibre budgétaire au Québec, il n'y en a pas de retour à l'équilibre budgétaire. C'est-à-dire qu'on a le ministre des Finances, Éric Girard, qui nous explique qu'en 2029-2030, c'est l'équilibre budgétaire. Mais il faut lui faire confiance qu'il y a 2 milliards. On n'a aucune idée, là. L'écart à résorber, c'est 2 milliards. On n'a aucune idée comment on va faire, mais on va lui faire confiance. Je pense que ça nécessite davantage là, que ça. Mais je dirais quand même que c'est un pas dans la bonne direction. Il faut en faire plus. Et comment on fait pour justement éviter que les médias traditionnels commencent à dépeindre tout acte de coupure comme un geste d'austérité? C'est un excellent point. Moi, je pense que c'est très complexe. C'est-à-dire que c'est pas complexe à faire. On peut pas nécessairement contrôler le message médiatique, d'expliquer non, c'est pas de l'austérité. À un moment donné, ce n'est pas de l'austérité. Il y a peut-être une réduction dans la croissance des dépenses, mais il n'y a pas de réduction. Puis même s'il y avait de l'austérité, personnellement, je pense qu'il faut réduire drastiquement les dépenses. Ce serait peut-être pas plus mal non plus. C'est-à-dire qu'on veut s'assurer de réduire les dépenses pour justement retourner rapidement à l'équilibre budgétaire. Puis ultimement, puis ça je le rappelle, là, on dirait que c'est farfelu, là, mais avant l'arrivée de François Legault au pouvoir et de la coalition Avenir Québec, c'était quoi la norme? C'était des surplus budgétaires. Sous Philippe Couillard, c'est 2, 3, 4, 5 milliards de surplus budgétaire après versement au Fonds des générations. C'est excellent. Et on a vu vraiment là, une augmentation rapide des dépenses en effet de cliquet, c'est-à-dire qu'on n'a jamais été capable de revenir en arrière au sein du gouvernement du Québec, malgré le fait qu'on n'est plus dans la pandémie. Et ça a un impact concret où la norme aujourd'hui, c'est malheureusement des déficits. Alors, il faut casser cette norme-là, revenir à l'équilibre budgétaire et par la suite aller vers les surplus budgétaires comme on avait pour commencer à la fois à avoir, en fait, à simplement repayer la dette là, qui commence à augmenter, en fait, qui augmente depuis déjà un bout, où on est à 250 milliards et on atteint le 260 milliards à la fin de l'année. Je pense que c'est assez problématique. On a vu, là, M. Paul Saint-Pierre Plamondon est allé rencontrer aussi les organismes communautaires qui ont explosé. Vous l'avez sûrement vu, le nombre d'organismes communautaires qui reçoivent de l'argent du gouvernement et qui en demandent encore plus. Ça, est-ce que vous pensez que ça va causer un problème? Ben en fait, c'est que faut juste comprendre que les gens sont très généreux avec l'argent des autres. Hein? Le problème, c'est que c'est pas leur argent. Quand on regarde l'état des finances publiques aujourd'hui, je vois pas comment c'est possible. D'abord, les organisations communautaires, soyons clairs, quand on va sur Statistique Canada pour voir leur financement, il y a une augmentation là sous la coalition Avenir Québec de la proportion du financement lié au gouvernement. On est passé aux alentours de 37-38% à 41% à l'heure où on se parle. Donc de plus en plus dépendant du gouvernement dans un contexte de déficit. Mais est-ce que vous pensez que c'est ça qui a fait en sorte qu'il y ait de plus en plus de nouveaux organismes communautaires? Le fait que, justement, il y ait de l'argent, que le gouvernement participe et qu'il donne de l'argent à ces organismes-là, est-ce que vous pensez que ça a comme intrinsèquement créé des gens à vouloir partir des organismes communautaires? Ben, c'est sûr qu'il y a un impact. Je veux dire, vous avez plus de revenus, donc vous embauchez plus de personnes, vous pouvez potentiellement créer également plus d'organisations, mais ça fait en sorte qu'il y a de plus en plus d'emplois. Très concrètement dit, là, si vous avez plus d'argent, vous embauchez plus de monde, il y a de plus en plus d'emplois qui vont être dépendants
de vos taxes et impôts. Parce que de l'argent public, ça n'existe pas. C'est de l'argent des taxes et des impôts. Donc, concrètement, c'est des emplois qui sont dépendants de votre argent. Et ça, c'est problématique, hein, parce que personnellement, je considère que d'avoir des emplois qui sont lourdement dépendants des taxes et des impôts, c'est pas des emplois productifs. Donc, dans ce contexte-là, c'est gravissime. Mais quand on nous explique qu'il faut augmenter davantage le financement, ça l'a augmenté davantage. La dépendance à l'État a augmenté également dans les dernières années. Il n'y en a pas d'argent pour ça, là. À 9,9 milliards de déficit en 2025-2026, puis 8,6 en 26-27, il n'y en a pas d'argent. Il faut couper à quelque part. Donc, il faut juste être réaliste. On peut nous expliquer à quel point c'est incontournable. Mais à un moment donné, ce qui est incontournable aussi, c'est que les gens conservent leur argent dans les poches pour aller payer l'épicerie, pour payer le gaz qui augmente. Ça, je pense que c'est aussi incontournable. N'oubliez pas que nous recevons aucun argent du gouvernement et que notre travail comporte des risques. Nous avons besoin de garde du corps pour pouvoir continuer à faire notre travail de terrain. Si vous le pouvez, s'il vous plaît, donnez ce que vous pouvez à soutenezalexa.com et merci de participer et de faire en sorte que nous pouvons continuer vous raconter l'autre côté de l'histoire.